Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Aujourd'hui, je suis avec David Padaré à Paris. Donc, si vous ne connaissez pas David, j'ai déjà interviewé sur mon blog via une interview audio où on expliquait principalement les 3 erreurs à ne pas commettre lors de votre nutrition. Donc, David, il est consultant sur le site nuteoconsult.com. Tu es également nutritionniste du sport. Tu écris également pour le magazine Running Coach. Tu es aussi triathlète et coureur à pied. Bref, je vais laisser un petit peu David se présenter et ensuite lui poser pas mal de questions par rapport aux besoins nutritionnel du sportif, comment perdre son ventre, etc. Salut David. Salut Maxence. Donc voilà, comme tu l'as bien présenté, donc je suis diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports d'endurance, natation, vélo, course à pied, triathlon, trail, et puis dans les autres disciplines aussi, bien entendu. Moi je m'intéresse essentiellement donc, à l'alimentation, mais je travaille avec des différents coachs qui m'aident, notamment lorsqu'un patient, un client souhaite avoir une préparation physique. Voilà. Donc on travaille en lien très rapproché et ça se passe très bien. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement les besoins nutritionnels du sportif? Donc on est des coureurs à pied, généralement, on se pose souvent des questions par rapport à l'alimentation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en détail les besoins nutritionnels d'un coureur? Alors, en fait, les besoins nutritionnels du coureur, si on considère un coureur moyen, c'est les mêmes que ceux d'un individu lambda qui ne fait pas de sport. Les besoins de base restent les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut, l'organisme a besoin de différents macronutriments. Donc les macronutriments, c'est les protéines, les lipides et les glucides. Et les micronutriments, ce sont donc tout ce qui est les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Donc l'organisme du coureur, il a les mêmes besoins que ceux du non-coureur. Après, c'est en fait donc dans l'alimentation, on doit retrouver les 7 grandes familles d'aliments, donc les produits laitiers ou assimilés, pour ceux qui ne consomment pas de produits laitiers, donc les produits végétaux, donc les légumes, les fruits. Première catégorie, produits laitiers. Produits laitiers ou assimilés pour ceux qui ne consomment pas de produits laitiers. D'accord. Seconde catégorie, les fruits et les légumes. Fruits et les légumes. Troisième catégorie. Les céréales, le pain, les féculents. D'accord. La 4e catégorie. Les viandes, les poissons, les volailles, ou pour ceux qui ne consomment pas de produits animaux, les équivalents, donc tofu, légumes secs, sétan, donc protéines de blé. D'accord. La 5e catégorie. Donc il y a les matières grasses, donc les matières grasses d'ajout, donc huile, beurre, crème, et les fruits oléagineux, donc amandes, noisettes. D'accord. Ensuite, il y a les produits sucrés. Donc ça, c'est la 6e catégorie, les produits sucrés. Voilà. Et la 7e, c'est l'eau et les liquides, les boissons. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est les 7 grandes catégories de nutrition d'un sportif. C'est 7 grandes familles d'aliments que l'on doit avoir dans son alimentation. Chez le non-coureur, donc l'organisme va puiser dans ces 7 aliments les micronutriments et les macronutriments dont il a besoin. Il va puiser ce dont il a besoin et il va éliminer le reste. Chez le coureur, il va puiser peut-être davantage en fonction de ses besoins, puisqu'il y a une casse musculaire, il y a des contraintes qui s'appliquent sur l'organisme, et donc il aura besoin de davantage de micronutriments et de macronutriments. Donc il va éliminer moins. En fait, il faut laisser l'organisme puiser ce dont il a besoin dans son alimentation, en apportant en fait toutes les grandes familles d'aliments. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple par rapport à la préparation nutritionnelle du sportif? Une semaine type pour un coureur à pied qui va se lancer sur un 10 km. Alors, pour se préparer sur un 10 km, il faut effectivement être au top de sa forme, puisque 10 km ça dure à peu près entre 30 et 50 minutes, pour du plus rapide au plus lent. Donc il faut être au top de sa forme puisqu'on ne peut rien laisser au hasard. Chaque minute perdue, c'est effectivement des places
qui sont perdus également sur le général. Donc, je dirais, il faut arriver déjà avec un poids et un niveau de forme qui soit optimal. Donc, du sommeil, beaucoup de sommeil la semaine qui précède. Il faut également donc, éliminer les graisses saturées, tous les aliments gras, les aliments riches, qui vont laisser des déchets dans l'organisme, et ces déchets-là vont encrasser l'organisme au moment de la course, et on ne pourra pas développer un niveau de performance optimal. Ensuite, il faut éliminer également les produits les plus sucrés de son alimentation, qui eux aussi finalement laissent des déchets, puisque lorsqu'ils ne sont pas consommés, ils sont transformés en graisse. Il faut réduire les viandes pour éviter d'avoir des déchets également du type de l'homocystéine, qui sont des résidus en fait de l'assimilation des protéines. Et puis également, on verra à très bien s'hydrater pour arriver le jour J avec un niveau d'hydratation parfait. D'accord, donc ça c'était pour le 10 km. Maintenant, par exemple, pour un semi-marathon. Alors pour un semi-marathon et pour un marathon, on va rentrer dans le cadre de la surcharge, la notion de surcharge glucidique. La surcharge glucidique, ça consiste donc à pratiquer en fait une augmentation de ces féculents pendant la semaine qui va précéder la compétition, de manière à le jour J avoir un stock de glycogène qui soit le plus important possible pour assurer un effort le plus long possible. Alors, comment on va procéder? Simplement, on va augmenter sa ration de féculents, soit pour certains les jours qui précèdent, soit pour ceux qui veulent avoir un confort digestif optimal en milieu de semaine, donc le mercredi ou le jeudi. Voilà. C'est deux approches qui sont différentes. Aujourd'hui, on s'oriente plutôt vers l'approche deuxième, qui consiste à pratiquer une surcharge en milieu de semaine, de manière à ce que sur les derniers jours, on laisse un petit peu le système digestif au repos, et éventuellement on peut compléter par une boisson de charge glucidique comme la maltodextrine, ou même une boisson de course qui serait un mélange de maltodextrine, de fructose, et puis de sucre un peu plus rapide, comme du saccharose. D'accord. Et toi, quand tu consultes un petit peu des sportifs qui viennent te demander en aide pour avoir tes conseils, ensuite ils arrivent à mettre en place assez facilement le procédé, puisque quand on a malheureusement des mauvaises habitudes, c'est pas toujours évident de les remplacer par les bonnes habitudes. Ça se fait qu'avec le temps, et généralement tu constates au bout de combien de temps que les bons automatismes ont été pris. Alors ça c'est un travail sur effectivement de longue durée, c'est l'objectif de la préparation nutritionnelle, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des entraînements type, sur des séances tests, on va reproduire l'alimentation de course, reproduire également les protocoles qui précèdent les courses. Par exemple, si vous avez, sur un athlète qui a un entraînement prévu le dimanche d'une sortie longue, une grande course de environ 2 heures ou 3 heures, on va pratiquer une surcharge dans la semaine pour voir comment il réagit par rapport à cette surcharge glucidique. Et puis également, on va tester le petit déjeuner avant l'entraînement, et puis l'alimentation également pendant l'entraînement. Et on va mettre en place un protocole, ce qu'on appelle un carnet alimentaire, qui va nous permettre de tester ses sensations à l'entraînement, de tester les produits, de tester ses réactions. Et puis, comme ça, le jour de la course, on a le protocole qui a été établi et on ne laisse rien au hasard. Les produits ont été testés, le cadencier a été validé, on sait à quel moment il doit prendre ses gels ou ses barres et quelle réaction il doit avoir. Il faut laisser le moins possible de place à l'imprévu et au hasard. Généralement, ça se passe bien avec tous ces tests, il n'y a pas de raison. Voilà, ça se passe bien. Non. Après, il y a des disciplines comme le marathon ou les Ironman aussi, où là, l'effort est tellement quoi qu'on fasse, il y a toujours intense. Il y a toujours une part d'incertitude, notamment sur l'Ironman, sur le marathon. On a beau tout valider à maintes et maintes reprises. Là, je dirais que c'est l'Ironman, il vient toujours à bout du sportif, quoi qu'il arrive. Mais on essaie de se rapprocher le plus possible du niveau de performance que l'athlète est capable d'atteindre. D'accord. Et généralement, je reçois souvent aussi des emails par rapport à la perte de poids. Donc je vais te poser 2 questions en une.
comment perdre du poids et ensuite, quand on a validé cette étape, stabiliser son poids pour ne pas reprendre les kilos que l'on a perdus précédemment. Alors, quels sont un petit peu les conseils pour perdre du poids grâce à la course à pied et notamment avec une bonne nutrition, et ensuite, 2, comment ne pas reprendre les kilos que l'on vient de perdre juste avant. Alors, les conseils pour perdre du poids, donc c'est déjà de rééquilibrer son alimentation s'il y a besoin. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il faut la présence des 7 grandes familles d'aliments. Chaque grande famille d'aliments a donc une place qui lui est réservée. Il ne faut pas donner plus d'importance à une famille qu'elle ne devrait en avoir. La famille la plus importante, ça va être les boissons, l'eau notamment. Ensuite, ça va être la famille des féculents pour le sportif, féculents et céréales. Donc, l'apport énergétique doit provenir en majorité de céréales, de féculents, de sucre lent. Ensuite, après, il y a la famille des légumes et des fruits. On connaît bien les 5 fruits et légumes par jour. Émis par l'État au quotidien via les publicités. Ça, c'est bien intégré. Ensuite, après, il y a donc la famille des protéines, des viandes, poissons, œufs, volailles. Ensuite, la famille des matières grasses. Et puis, on va finir par la famille des produits sucrés. Donc ça matérialise en fait une sorte de pyramide. Et donc, comme l'indique la pyramide, la base doit être plus importante que le sommet. Voilà. Les produits sucrés, on va les réserver à l'activité physique, puisque si les produits sucrés ne sont pas brûlés immédiatement, ils sont stockés. Et si on est sédentaire, ils sont stockés sous forme de graisse. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour perdre du poids. Donc un rééquilibrage alimentaire. Ensuite, s'il y a vraiment besoin, après un rééquilibrage alimentaire, si on n'arrive pas à perdre du poids, on va réduire un petit peu la base, réduire un petit peu les féculents, les céréales, de manière à ce que l'organisme aille chercher la différence dans son propre stock de graisse. Voilà. Ensuite, donc, pour stabiliser ce poids-là, une fois qu'on a atteint son poids de forme, déjà il faut prendre l'habitude de se peser une fois par semaine pour contrôler que le poids ne s'envole pas, parce qu'au-dessus de 3-4 kg pris, après ça devient très compliqué de revenir en arrière, alors que lorsqu'on est à moins de 3 kg, on peut très bien en une semaine déjà perdre un petit kilo ou 2 petits kilos, et donc pour le moral c'est toujours motivant. Faire la pesée par exemple tous les samedis matins, une fois par semaine, pour voir l'évolution de son poids. Voilà. Ensuite, après, si on conserve une hygiène de vie et qu'on conserve notamment une pratique sportive régulière d'au moins 2 sorties par semaine, normalement le poids se stabilise de lui-même, puisque en fait une sortie en course à pied, ça équivaut à 500, 600, 700 kcal brûlées. Donc ça permet largement de compenser les excès qu'on peut avoir dans la semaine. Donc on va se limiter également, si possible, à 1 ou 2 excès dans la semaine. Après, au-dessus de 2 excès, ça devient quasiment quelque chose de régulier, donc au-dessus de 3 excès par semaine. Après, c'est difficile de compenser, on est obligé d'augmenter la pratique sportive, et ainsi de suite. On rentre dans un cercle vicieux où on augmente sa pratique sportive pour compenser les excès, et ainsi de suite. Et puis le jour où on ne peut pas faire de sport, là, c'est l'envolée. Il faut essayer d'équilibrer au maximum, parce que pour perdre du poids, c'est assez simple, c'est dépenses caloriques moins calories mangées ou intégrées dans son corps. Donc, comme tu l'as dit parfaitement, si on fait moins de sport, on va automatiquement, si on mange comme avant, grossir, et ainsi de suite. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu entre ces deux thématiques qui sont indispensables pour perdre du poids. Donc aussi, souvent on me dit oui, mais moi je perds du poids, sauf que j'arrive pas à perdre le poids de mon ventre, c'est-à-dire les jambes c'est parfait, les bras c'est parfait, à peu près partout c'est mince, sauf le ventre où il y a ce qu'on appelle la petite boule, le petit ballon de handball qui est là, et comment justement perdre ce petit ballon de handball que l'on pourrait avoir et qui nous handicape pour courir. Alors, c'est vrai que comment perdre son ventre? C'est vrai que c'est une zone de stockage qui est un petit peu difficile à éliminer. Déjà, il faut voir par rapport à la génétique. C'est vrai qu'on a tous des zones de stockage qui sont différemment situées dans le corps.
Si votre zone de stockage elle est plutôt dans le ventre, ça va être compliqué de le faire diminuer. Mais au moins, on peut essayer de ralentir le processus. Déjà, il faut savoir quels sont les aliments ou quelles sont les sources alimentaires qui vont le plus alimenter cette zone de stockage. Alors, c'est les produits sucrés, donc tous les sucres, les confitures, les bars. Chocolat. Le rayon dans les magasins sucreries, boum, ça va dans le ventre. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la zone qui est la plus proche du système digestif. C'est la zone de stockage la plus rapide et la plus proche. Donc, c'est le plus simple pour le corps de stocker là, hein, au plus près des organes de digestion. Ensuite, après, il y a donc les graisses saturées, donc notamment les graisses animales, donc le beurre également. Les viandes grasses, les viennoiseries. D'accord. Voilà. Et puis il y a les alcools aussi. Hein. Donc l'alcool, puisque l'alcool il est transformé assez rapidement, donc métabolisé assez rapidement puisqu'il est toxique pour l'organisme. Il est stocké aussi assez facilement sur des zones du ventre, les zones abdominales. Voilà. Alors, lorsqu'on a éliminé tout ça, ensuite, il y a... Priorité 1, on va dire, tout ce qui est alcool. Ouais. Et 2, niveau sucrerie, c'est aussi assez impressionnant comment ça stocke voilà, dans le ventre. Voilà, c'est bien. Après, donc, il faut activer la zone en question donc, par un travail d'abdominaux, de gainage, de renforcement abdominal et tout ça. Donc là, c'est pour activer les muscles qui sont sous la graisse. Et donc en les faisant chauffer, ces muscles-là, ils vont puiser, on espère, dans la graisse qui les entoure. Et donc la dépense énergétique va être plus importante au niveau de la sangle abdominale. Donc on va activer cette zone-là pour lui permettre de se transformer. Alors, et puis les dernières mesures, c'est d'agir en surface par l'intermédiaire de palpés roulés, par l'intermédiaire de crème, par l'intermédiaire de compléments alimentaires comme le fucus, des choses comme ça. Ça permet. Ça, c'est un complément alimentaire que tu recommandes pas que je recommande, mais qui peut être qu'on voit couramment dans les gammes de différents fabricants, notamment pour ce qui concerne la zone de l'abdominale. Et puis on peut aussi peut-être évoquer les patchs, les complexes, par exemple, ouais, d'accord. pour aussi Quel est le principe du patch? On le pose et ensuite, qu'est-ce qu'il fait exactement? Bon, il y a les patchs qui contiennent du fucus, donc là c'est pour activer en fait le déstockage des cellules, des adipocytes, hein, des cellules graisseuses, activer le déstockage. Et puis également il y a les complexes, où là c'est plus pour faire travailler les muscles qui sont sous la graisse, pour leur permettre d'utiliser la source énergétique qui est à proximité, c'est-à-dire les graisses. D'accord. Donc avec tout ça, logiquement, on arrive sur le long terme à perdre progressivement son ventre si on a un peu de ventre. Voilà, j'espère. Au moins, on aura un petit résultat. Et ce qu'il faut faire, c'est mesurer, parce qu'à l'œil nu, on ne voit pas forcément les résultats, et donc c'est un peu démotivant. Il faut se mesurer avec un mètre à couture. Donc mesurer le tour de ventre régulièrement, au même endroit, et puis on verra que petit à petit, on perd des centimètres. Un petit centimètre par-ci par-là. Et ça se voit pas à l'œil nu. Par contre, c'est très motivant lorsqu'on note sur un cahier et qu'on voit qu'on perd 1 centimètre par centimètre. Alors après, c'est vrai qu'avec les pantalons, on s'en rend aussi compte, avec les t-shirts, mais avec le mètre, il n'y a rien de plus précis. Ouais, donc c'est un peu comme se peser une fois par semaine. Là, vous pouvez vous dire, tous les 10 jours, vous prenez donc un mètre où vous regardez votre taille de votre ventre, et puis à chaque fois que vous avez perdu 1 centimètre, eh bien, vous voyez votre évolution progressive. Et pour finir sur une dernière question, donc là, à l'heure où on tourne cette interview, on a l'approche des fêtes de fin d'année. En tant que diététicien, nutritionniste, quoi manger pendant les fêtes de fin d'année? Est-ce que tu recommandes de se lâcher, c'est-à-dire on est avec sa famille, etc. C'est un contexte festif. Donc, quels sont les conseils que tu pourrais donner à toutes les personnes
qui se posent la question par rapport aux fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il faut soit passer du coq à l'âne, c'est-à-dire manger un peu tout et n'importe quoi, ou soit faire un petit peu attention? Alors, je dirais qu'il y a 5 aliments qu'on va cibler dans les fêtes. On va cibler le pain. Déjà, parce que le pain, finalement, si on a le choix entre un plat un petit peu festif, donc qui sort de l'ordinaire, qui est un petit peu dont on n'a pas envie finalement de se priver, et puis du pain, il vaut mieux se priver sur le pain. Donc, il vaut mieux se réserver pour les plats. D'accord. Au lieu de manger entre les plats en étant impatient à beaucoup de pain. Ouais, en mangeant beaucoup de pain ou en associant plat et pain. Donc là, c'est peut-être un jour où il faut supprimer le pain ou le garder uniquement pour le fromage. Déjà, ça, c'est une première mesure qui permet d'éliminer pas mal de calories. Ensuite, après, il y a les alcools. Les alcools, donc chaque verre d'alcool apporte à peu près une centaine de calories. Donc ça peut aller très vite. Quand tu dis verre d'alcool, c'est dose officielle. Par exemple, un verre de vin, si je prends un verre de vin classique de 150 centilitres, de 15 centilitres. Donc 15 centilitres de vin équivaut en grosso modo à une centaine de calories. Voilà, une centaine de calories. D'accord. Donc ça peut aller très vite. Oui, c'est voilà. clair. Donc on peut se dire un verre bien rempli à l'apéritif d'un alcool quelconque, et puis un verre de vin ou deux pendant le repas, puis peut-être un digestif, ce serait le grand maximum. Là, je parle encore des personnes qui souhaitent maintenir leur poids. Après, oui, c'est sûr que si vous souhaitez soit prendre du poids, ou soit vous ne posez pas du tout cette question, entre guillemets, lâchez-vous, il n'y a aucun problème. Voilà. Si vous souhaitez un petit peu quand même garder votre ligne, parce que ça vous embête de prendre 3 kilos en une semaine, et ensuite ça va vous prendre énormément de temps pour les perdre, et bien là, vous pouvez écouter parfaitement tes différents précieux conseils. Voilà. Ensuite, après, il y a les sauces. Puisque les sauces sont souvent réalisées à partir de matières grasses, donc de beurre, de crème ou d'huile. Alors, les matières grasses, c'est les produits les plus énergétiques des 7 familles alimentaires. Donc les sauces sont très caloriques, elles peuvent doubler à elles seules, voire tripler l'apport calorique d'une assiette. Donc en se limitant sur les sauces, déjà on élimine une grosse partie des calories d'un repas. Donc les sauces, elles donnent du goût à la préparation, mais on n'est pas obligé de terminer la sauce qui est au fond de l'assiette avec le pain par exemple. C'est un petit plus qui peut coûter cher. Ensuite après, donc il y a le fromage et le dessert. Donc là, il n'y a aucun problème pour prendre à la fois du fromage et un dessert. On va simplement se limiter à une portion de fromage ou alors plusieurs petites portions de différents fromages, mais qui équivalent à une portion de 40-50 grammes de fromage, une portion standard. Et puis un dessert, une portion normale aussi. S'il y a plusieurs desserts, on va plutôt prendre un petit peu de chaque, plutôt que de se gaver sur un dessert voilà. En totalité. Donc, et puis on va éviter de se resservir aussi. Il vaut mieux avoir une assiette bien remplie ou un verre de vin plutôt bien rempli. À chaque fois avoir le verre à moitié vide et tu te dis allez. Si le verre est à moitié vide, on va vous resservir, ou si votre assiette est à moitié vide, on va vous resservir. Donc il faut manger lentement, il faut boire lentement, il faut prendre le temps. Voilà. Et dans cette condition-là, le repas va bien se passer. Et puis je dirais, pour revenir un petit peu en arrière, il y a aussi les apéritifs, les biscuits apéritifs, tout ce qui va accompagner l'apéritif. Là également, il faut se modérer, puisque c'est pas forcément ce qui est le plus élaboré comme préparation. Il vaut mieux se réserver en quantité sur le repas en lui-même plutôt que sur les petites choses qui sont apéritifs, qui ne sont pas forcément les choses les plus élaborées, mais qui vont en termes de calories vous faire monter la facture très très haut. Quoi. D'accord. Et je rebondis un petit peu sur tes propos. Tu viens d'évoquer le fait de manger lentement. On est dans une société où généralement on mange extrêmement rapidement parce que soit on n'a pas le temps, soit parce qu'on est pressé, etc. Est-ce que tu as déjà lu des études ou des retours d'expérience par rapport à ce phénomène de manger lentement? Et si oui, à ton avis, combien de calories on économise dans un repas? Parce que souvent on mange un peu en se gavant, en 15 minutes, 20 minutes,
Alors que si on prend le temps de bien mâcher les aliments, hein, il y a très très peu de personnes qui le font. Moi-même, j'essaye de le faire, hein, je ne le fais pas systématiquement, mais j'ai remarqué qu'on mange largement moins. Si on prend vraiment son temps de mastiquer, de hacher les aliments et de faire un repas en 1 heure tranquillement. Bah, comme tu l'as dit, effectivement, déjà, c'est sur les quantités que ça va jouer. Lorsqu'on mange lentement, on va manger moins, et puis on va manger peut-être un peu plus de tout. Alors que lorsqu'on mange rapidement, finalement, on va ingérer un bol alimentaire important sans l'apprécier. Exactement. Et puis, c'est ça. Voilà. Ensuite, après, dans l'estomac, il se forme un mélange qui n'est pas forcément idéal. Puisque les aliments, il y a certains aliments qui ont été mal mastiqués, par exemple les protéines qui sont plus longues à digérer, d'autres vont être assimilées plus rapidement, alors que la meilleure formule c'est d'avoir une bouillie, un bol alimentaire qui soit parfaitement homogène, et c'est dans cette configuration-là qu'on a le moins possible la fabrication de tissus graisseux, parce qu'on a cette bouillie-là. On approchera à ce moment-là de la notion d'index glycémique, puisque lorsqu'on a une bouillie alimentaire comme ça, on a un index glycémique qui va être plutôt bas, puisque c'est un mélange de différents nutriments. Alors, donc dans le deuxième cas, lorsqu'on a mangé rapidement, la bouillie n'est pas la même, et donc l'index glycémique va être plus rapide, va être plus élevé, et donc on va plus entretenir la formation de tissus graisseux. D'accord. Eh bien, merci une nouvelle fois pour tous tes conseils. Merci pour avoir accepté cette interview et d'avoir participé à cette vidéo. Donc, j'invite tout le monde à retrouver David Padaré en tant que consultant donc, sur le site Nutéo Consult. Tout à fait. N'hésitez pas également à retrouver aussi David dans le magazine Running Coach, où tu écris également d'autres articles pour d'autres magazines. Voilà, pour Cyclosport également. Cyclosport. Sur des sites internet comme Nutricycle, sur le site Zsport aussi, .com, et puis ça va venir à se développer aussi sur d'autres magazines, j'espère. D'accord. Et pour ma part, je vous remercie une nouvelle fois pour votre intention pour cette vidéo. Si l'interview vous a plu, partagez-la sur Facebook, Twitter, Google+. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de course à pied, de nouvelles interviews, des chroniques de livres de course à pied. Bref, un tas de choses qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à taper dans Google blog courseapied.com et vous allez tomber directement sur moi. C'est la première recherche sur Google. Je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. Bye. Ciao.